Je vais tout d'abord donner la parole à Jean-Marie Collin, qui nous a aidé considérablement à organiser ce webinaire. Tout d'abord, Jean-Marie, vous êtes expert et porte-parole de ICANN France. Vous allez parler sur le traité d'interdiction des armes nucléaires et vous allez donner à voir comment ce traité d'interdiction est une stratégie au service de la protection des générations futures. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, Émilie, pour cette invitation. Je pense que tout le monde m'entend correctement. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir venir parler voilà, d'un cas concret des armes nucléaires. Et l'article que je vais, enfin, la thématique sur le droit des générations futures et les armes nucléaires, ce que je vais vous dire en quelques mots est tiré d'un ouvrage que tu connais bien, puisque c'est toi qui l'as coordonné, hein, qui est celui-ci et qui vient donc juste d'être publié et dont je suis très heureux d'avoir pu écrire à l'intérieur. Alors, assez rapidement, et pour reprendre des choses que l'on connaît tous, mais que parfois on oublie, c'est que le droit, c'est bien sûr un être vivant, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui respire, qui tousse même parfois, on pourrait dire, mais c'est surtout quelque chose qui s'améliore dans le but finalement que chacun puisse se l'approprier pour qu'il devienne un bien commun. Et ainsi, pour reprendre une formule de quelqu'un que je crois qui t'est cher, Madame Mireille Delmas-Marty, c'est bien un processus transformateur, le droit. Et forcément, le droit dérange aussi, puisque c'est son évidence, il est là pour créer des règles. Et donc, qui dit règles nous dit aussi des contraintes et des obligations qui parfois sont rejetées. L'esclavage a été rejeté un certain temps avant d'être pleinement adopté, et l'apartheid aussi. Et bien sûr, j'arrive à ma problématique sur laquelle je baigne en tant que porte-parole et expert pour ICANN France, donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, qui est la question des armes nucléaires. Il faut bien saisir que les armes nucléaires sont bien sûr des armes de destruction massive et sont vraiment des armes qui sont différentes des autres types d'armes. On veut souvent nous faire croire que ces armes-là vont créer des dégâts importants, mais qu'on pourra s'en remettre derrière. Mais non, ce qui est une certitude, si jamais il y avait des détonations nucléaires, nous rentrerions dans un processus de société totalement inconnu si jamais l'espèce humaine arrivait à y survivre. Donc, ces armes représentent véritablement un problème de sécurité internationale. Et c'est aussi pour ça que finalement, depuis 1945, du droit sur les armes nucléaires a été créé. Et il y a toute une constellation de traités, je ne vais pas rentrer évidemment à l'intérieur de chacun, mais il y a une constellation de traités multilatéraux et bilatéraux aussi qui concernent que les États-Unis et la Russie en tout cas. Et multilatéraux, parmi les principaux, il y a bien sûr des traités qui interdisent toute la question des essais nucléaires, mais celui que probablement les personnes connaissent le plus, c'est celui qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire. Le problème, c'est qu'en fait, et c'était assez dingue, et je peux employer ce terme, c'est qu'il n'existait pas un traité qui interdise totalement et globalement les armes nucléaires jusqu'à ce jour. Et c'est ce sur quoi, en fait, notre campagne, qui est née en 2017, a travaillé qui est née en 2007, pardon, a travaillé depuis 2010 avec des organisations internationales comme le Comité international des Croix-Rouges, avec des États, puisque nous, malheureusement, ONG, ne sommes pas grand-chose sans les États. En tout cas, on peut faire beaucoup de bruit et avancer, mais si des États ne décident pas aussi de s'emparer du sujet, on ne pourra pas voter quelque chose à l'ONU, c'est certain. Et tous ensemble, on a lancé ce que l'on a appelé, a posteriori en tout cas, l'initiative ou encore l'approche humanitaire entre 2010 et 2017. Cette approche humanitaire, elle avait pour objectif une seule chose, rappeler à l'ensemble du monde que les armes nucléaires posent un problème de sécurité internationale et peuvent provoquer ce que l'on appelle des conséquences humanitaires catastrophiques. Et donc, forcément, va à l'encontre de l'ensemble du droit international humanitaire, du droit de l'environnement, puisque c'est votre thématique à tous et j'en suis pleinement, j'admire. Et donc, il y a eu un processus qui s'est mis en place à la fois en dehors de l'ONU et dans l'ONU, et ça c'est très spécifique et c'est vraiment important de l'entendre. En dehors de l'ONU, puisqu'il y a eu des conférences intergouvernementales, à l'ONU, parce qu'il y a eu un groupe de travail sur le désarmement nucléaire, des votes de résolution chaque année, pour arriver en décembre 2016 sur une résolution qui a ouvert le droit à négocier
un instrument juridiquement contraignant contre les armes nucléaires en mars-juin-juillet 2017. Pour être arrivé là, tous les États qui ont voté favorablement pour cette résolution euh, ont réfléchi, bien sûr, et sont arrivés à un certain type de conclusion avant de créer ce fameux instrument que je vais parler un peu plus. Ces réflexions et conclusions, c'est de dire que tout impact que ces armes nucléaires pourraient provoquer durerait pendant des décennies et affecterait non seulement les générations actuelles, mais aussi les générations futures, ce qui me semble être le cas de ta chaire en termes de thématique de travail. Et qu'il n'existe aucun moyen permettant d'aider une grande partie des rescapés sans mettre à mal aussi les populations, les soignants que l'on enverrait. Et enfin, que bien sûr, les conséquences humanitaires de l'explosion d'armes nucléaires ne se limiteraient pas aux États où elles se produisent, mais bien à l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu ce processus d'initiative humanitaire, la création d'un instrument juridiquement contraignant qui a été adopté le 6 juillet 2017, qui s'appelle donc le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été ouvert à la signature le 20 septembre 2017 et qui, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas encore, va rentrer en vigueur le 22 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, au regard du droit international, les armes nucléaires seront totalement interdites. Et là, je crois qu'on rentre quand même dans quelque chose qui est totalement nouveau, qui est totalement inconnu, c'est-à-dire que pour la première fois, des êtres humains, c'est-à-dire nous tous, allons enfin vivre dans une ère où le droit nous dit que ces armes les plus destructrices de l'humanité sont totalement interdites. Et ça, c'est vraiment important à apprendre et à comprendre. Et ce traité, c'est vraiment le point de départ d'un processus global de désarmement nucléaire, c'est-à-dire un processus de réduction et d'élimination des armes nucléaires. Et c'était vraiment logique que ce traité relie les générations actuelles et futures. Parce qu'en fait, les armes nucléaires, c'est des armes dont les effets s'inscrivent durablement dans le temps. D'abord, lorsqu'il y a production de ces armes et essai de ces armes, qui créent déjà un certain nombre de conséquences. Bien sûr, lors de leur utilisation, qui crée d'autres conséquences où les personnes qui sont survivantes peuvent être confrontées à des problèmes de santé, voire à des problèmes transgénérationnels. Et bien sûr, dans ce cas-là, les enfants qui pourraient naître ou les populations qui pourraient naître dans ces zones affectées par l'environnement. Donc, le lien entre le traité d'interdiction sur les armes nucléaires, c'est-à-dire le TIAN, et les générations actuelles et futures, est clairement fait. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce traité, si j'essaie de rentrer un peu dans son détail, pour la première fois, un traité qui porte sur des armes de destruction massive, puisqu'il y a aussi des armes chimiques et biologiques, va clairement parler de ces générations futures et mettre en avant ce terme-là. On avait déjà eu ce terme-là utilisé sur le traité d'interdiction sur les mines antipersonnelles et sur les armes à sous-munitions. Il y a aussi une allusion sur un traité qui concerne directement l'environnement, qui est malheureusement oublié par la plupart des personnes, mais qui me semblerait vraiment important à rappeler, qui est la Convention sur l'interdiction d'utiliser l'environnement à des fins militaires, l'acronyme anglais étant NMOD. Et donc le TIAN, pour revenir sur le traité, sur le TIAN, va à 3 reprises véritablement parler de ce terme et inclure ce terme de génération future. Tout d'abord dans le préambule, où on a 2 références claires qui sont faites à la fois sur le genre féminin et sur le risque si jamais les femmes sont affectées par des maladies radio-induites, elles pourraient procréer, donner naissance à des enfants qui seraient atteints de ces maladies. Et la deuxième référence, c'est bien sûr sur la nécessité de la sensibilisation au risque où c'est clairement indiqué, sensibilisation au risque pour les générations actuelles et futures. Et il y a une référence encore plus claire qui est faite à travers les articles 6 et 7 qui portent sur les obligations positives, c'est-à-dire sur l'assistance aux victimes et sur la réhabilitation de l'environnement. J'ouvre une parenthèse, j'espère que je ne vais pas trop vite pour Aude ou Laurent, les 2 traducteurs, pardon si c'est le cas. Je ferme ma parenthèse. Ces 2 articles 6 et 7 portent sur comment porter assistance aux victimes, l'obligation pour les États où il y a eu des essais de porter assistance à ces victimes et leur obligation aussi
à réhabiliter dans la mesure du possible. Bien évidemment, on ne peut pas réhabiliter un environnement qui a été pollué par des armes nucléaires de la même façon qu'il l'était avant, donc, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et donc, c'est pour ça que ce traité qui va avoir un impact fort dès le 22 janvier 2021 sur les États et même sur ceux qui détiennent la bombe nucléaire, qui, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui le rejettent totalement, mais a déjà un impact fort en créant une pression diplomatique, en créant une pression, bien sûr, morale, en créant une pression stigmatisante et aussi une pression financière. Ce n'est pas l'objet de ce colloque aujourd'hui, mais les banques vont être interdites de financement des entreprises qui aident à utiliser des systèmes d'armes nucléaires. Et donc là aussi, ça va créer une pression directement. Je pense que Enfin, tu rebondiras sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Donc, si tu es complètement dans le sujet, je te reste. ok. Et pour terminer et ainsi essayer d'être dans mes 10 petites minutes, parce que c'est très compliqué, je vous engage vraiment à lire ce petit fascicule qui est donc le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et vous savez, il y a exactement 3 ans en arrière, jour pour jour, j'avais la grande chance avec mes collègues d'ICANN d'être à Oslo, puisque notre organisation a reçu le prix Nobel de la paix pour le travail que l'on a réalisé pour l'éveil des consciences sur le danger des armes nucléaires et pour avoir initié cette conférence qui a permis de créer ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Une dame que j'estime très grande, qui s'appelle Tsetsuko Torlo, qui a 13 ans a vécu ce drame d'Hiroshima, a dans son discours fait une référence directe aux générations futures, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Elle a indiqué que 9 nations menacent encore d'incinérer des villes entières, de détruire la vie sur Terre, de rendre notre beau monde inhabitable pour les générations futures. Et véritablement, ICANN travaille pour que ce désastre annoncé ne se réalise pas, et je pense fortement qu'avec ce nouveau traité, nous allons avancer très fortement pour l'interdiction et l'élimination complète des armes nucléaires. Je vous remercie beaucoup et je reste à votre disposition par email dans le futur pour toute question et dans les prochaines minutes aussi.